Bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. D'accord, merci. Alors, euh, attendez, je règle mon affichage. Alors, est-ce que vous pouvez vous rendre visible? Parce que sinon, je parle devant des... J'ai besoin de vous voir pour me concentrer sur ce que je dis. Euh, Sinon, c'est vraiment très très désagréable. Alors, je ne comprends pas pourquoi j'arrive plus à m'afficher. Ah oui, d'accord. Voilà. Comme ça. Voilà, donc j'attends que vous branchiez votre caméra pour vous voir. Bonjour Alvaro, Bonjour. bonjour Teresa, bonjour Danae, bonjour Ninon. Ah, donc Teresa, je vois que votre micro est coupé. Vous êtes à deux peut-être pour écouter le... Ouais. Hola, que está agotado. Ah, pardon. Oui, donc vous êtes deux à écouter Mes le sons, cours. oui, sont à côté, mais je peux pas activer mon son dans mon ordinateur. Oui. Ah, vous n'entendez pas le son? Non, non, j'écoute ça, moi. Oui, oui. Oui, oui. Oui, c'est bon. Mais c'est dans l'ordinateur de Teresa. Mais dans les Ah, miens, d'accord, c'est pour ça que vous êtes toutes les deux. oui. Ok, ok, très bien. Bonjour Sol, bonjour. Alors, qu'est-ce qui. Voilà. Bon, alors écoutez, je commencerai par. Alors, attendez, je vérifie aussi que je n'ai pas des personnes qui sont dans la salle d'attente. Oui, si, il y a Laura qui était dans la salle d'attente, voilà. J'aurais dû désactiver la salle d'attente. Bien. Alors, bon, bonjour, bonjour à toutes, à tous. Bon, on va faire ce test-là par Zoom. C'est la première fois qu'on le fait. Donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais avant de commencer, j'aurais aimé savoir eh bien, comment vous allez. Est-ce que, pour les étudiants espagnols, est-ce que vous êtes... est-ce que... Ah, voilà, il y a un problème avec un micro de quelqu'un. Je pense que c'est Laura. Il faut que vous coupiez votre micro. Voilà, c'est bon, merci. Donc, j'ai eu un mail m'indiquant que plusieurs étudiants espagnols envisageaient de rentrer. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes rentré? Est-ce que vous êtes en France encore? Euh, Oui? Allez-y, Ninon. Pardon. euh, il y a certains Espagnols enfin certains camarades qui ne peuvent pas se connecter aujourd'hui parce qu'ils sont dans l'avion justement en ce moment. Ils Ah, rentrent d'accord, ok. à Madrid. Ok, très bien. Très bien. Bon, alors, écoutez, puisque c'est comme ça, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de faire une séance que de toute façon, je vais enregistrer et mettre en ligne. On va peut-être pas tenir 2 heures parce que, par expérience, on sait depuis l'année dernière que au bout d'un certain temps sur Zoom, on décroche complètement et ça sert plus à rien. Donc, on verra le temps qu'on tient. On va essayer d'alterner entre du cours et des exercices. Et puis la semaine prochaine, on reprendra contact sur cet horaire. Je préfère parce que c'est moins tôt et ça permet quand même à plus de personnes d'être disponibles. Et je me souviens que
de toute façon, là, vous n'avez pas de cours normalement de 10 à 11. J'espère que c'est bien le cas, mais d'après ce que j'ai pu vérifier, vous n'avez pas de cours de 10 à 11, donc le créneau est quand même plus commode plutôt que 8-10 de faire 9-11. Ou à peu près, hein, peu importe si. Et donc, aujourd'hui, je vais vous proposer des éléments de cours avec des temps d'exercice. On va voir un petit peu comment ça fonctionne si on fait comme ça. Et peut-être que je procéderai un peu différemment pour les prochains cours. Ce que je peux vous dire, en revanche, dès maintenant, et que j'avais déjà signalé, c'est que de toute façon, même si le confinement est annoncé pour un mois, il est certain que nous ne retournerons pas à la Sorbonne avant les vacances de Noël, donc tout le semestre va se terminer à distance. Par conséquent, donc l'examen, enfin le contrôle continu pour vous, se fera à distance sur une modalité. Alors il y a deux possibilités. Pour le type d'exercice que je propose, en général, il est plus pertinent disons, de donner un sujet, de fixer une heure. Hein, on fixe une heure pour l'examen. Et je vous donne le sujet, mettons, à 10 heures, par exemple, et vous devez me le rendre par mail à midi. D'accord? J'avais procédé comme ça l'année dernière, au premier semestre, puisque on avait été dans la même situation, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant à cause des grèves, et ça avait très bien fonctionné. Donc voilà, je pense que c'est le plus adapté, parce que l'autre solution, c'est d'écrire une sorte de mini-mémoire sur un temps plus long, mais d'abord, ça vous prend beaucoup plus de temps, c'est plus chronophage, et c'est moins adapté, disons, à cet enseignement de grammaire où l'objectif est quand même d'acquérir des connaissances grammaticales et que je puisse vérifier si vous avez acquis ces connaissances. Alors évidemment, le problème de cet examen en temps limité, c'est que je ne peux absolument pas vérifier si vous le faites seul ou si vous êtes à 2, à 3 à le faire. Bon, tant pis, c'est un risque qu'on prend. De toute façon, vous êtes assez, comment dire, vous êtes en master, vous êtes assez avancé pour savoir que si vous trichez aux examens, en général, ce n'est pas tellement à votre avantage. Bon. Donc ça, je vous le confirmerai, mais ce que je peux vous confirmer dès maintenant, c'est que l'examen se fera bien à distance. Donc pour les étudiants qui sont rentrés, qui sont en Espagne, tout pourra se faire à distance, hein, via les cours, via Zoom, via des dépôts de cours par Internet. Et puis l'examen, de la même façon, je vous envoie le sujet. Et puis, ou je le dépose plutôt, je le dépose sur le site du cours, c'est plus sûr, comme ça tout le monde le récupère. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il faut que je récupère un mailing, mais enfin, j'en ai un normalement que j'avais fait en début d'année, mais il me semble me souvenir que quelques étudiants sont arrivés plus tard, donc ne sont pas sur le mailing, donc ça c'est un peu embêtant. Je vais essayer de mettre mon mailing à jour pour pouvoir, disons, à la fois vous envoyer le sujet par mail et le déposer sur le site du cours. Bon, ça c'est le premier point, l'organisation générale des cours. Vous verrez peut-être ce que je proposerai après, c'est de vous donner une semaine avant, enfin je vous donne à l'avance, mettons par exemple la semaine prochaine, je mets en ligne un cours préenregistré, enfin, et puis des exercices. Et puis par Zoom, on fait juste la correction des exercices et on discute du cours. Ça évite comme ça de refaire le cours. Et on peut tester ça la semaine prochaine, par exemple. Enfin bon, on verra. Alors, l'autre point que je voulais signaler, que je voulais vraiment vous dire et que vous pouvez transmettre à vos camarades qui ne sont pas forcément connectés là aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment nous signaler, enfin me signaler à moi ou à Inès Farr, toute situation personnelle problématique. Hein. Si vous avez un problème quelconque qui vous empêche de suivre les cours, qui vous empêche
enfin, qui vous empêcherait par anticipation donc de participer à l'examen, il faut vraiment nous prévenir dès que possible, parce qu'on peut résoudre toutes sortes de problèmes en amont, hein, quand on est au courant avant, alors qu'après, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Hein. Donc n'hésitez pas à nous prévenir si vous avez le moindre souci. Notre priorité à nous, on sait que pour les étudiants, de toute façon, on a maintenant l'expérience, on sait que c'est très difficile cette situation pour les étudiants, même si ça a l'air confortable puisque on suit les cours depuis chez soi, on peut à la rigueur ne pas sortir de son lit et suivre ses cours sur son ordinateur. Mais à côté de cette vision un peu idyllique, on sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué de se motiver, de suivre les cours et de suivre correctement à distance. Donc si vous vous sentez un peu perdu sur une matière, si vous ne suivez pas, s'il y a un problème quelconque, vous prévenez d'abord évidemment l'enseignant directement concerné, et sinon vous me prévenez moi ou Madame Sfar, puisque nous sommes tous les deux les responsables du master, du moindre problème, hein, et on tâchera de résoudre la chose pour que le semestre se passe, enfin, et l'année aussi pour les autres, donc se passe dans d'aussi bonnes conditions qu'on pourra. Alors, est-ce que d'abord, avant que j'entame le cours, vous avez des questions? Non? Très bien. Alors, merci de m'avoir signalé que... Ah oui, allez-y. Justement, monsieur. Oui. Et Tamara nous a dit qu'elle est encore dans la salle d'attente, qu'elle ne peut pas entrer d'accord. dans... Ah oui, pardon. Je vois que j'ai 3 personnes dans la salle d'attente. Oui, alors ça, normalement, je le désactive, mais là, j'ai oublié de le désactiver. Voilà, normalement, tout est bon. Merci de m'avoir prévenu. Voilà, bonjour à celle qui arrive. Voilà, mais merci. Si vous pouvez mettre votre caméra, c'est mieux pour moi, parce que si je vous vois, c'est plus facile de me concentrer plutôt que de parler à mon ordinateur, hein, vous comprenez. Bien, alors, je vais partager mon écran. Je vais donc vous partager donc un PowerPoint. Alors, voilà. Alors, ah oui, il y a encore des personnes dans la salle d'attente. Je vais les admettre au fur et à mesure. Alors, comment ça se fait que je ne vois plus? Je finis d'admettre les personnes qui attendent dans la salle d'attente. Voilà. Ah, il y a encore quelqu'un. Voilà. Bon, écoutez, je vais essayer de suivre. Si jamais vous... Ah, il y a... Oui, alors j'ai oublié de vous dire, en effet, vous pouvez aussi interagir, si vous le préférez, par le chat. Hein, donc, d'accord. Donc, il y a quelqu'un qui me dit qu'elle ne peut pas activer sa caméra. Bah, pas de problème. Tamara dit qu'elle ne peut pas... oui, d'accord. Ok. Bon, donc n'hésitez pas, si vous préférez intervenir par le chat, hein, je vérifie et j'essaie de répondre au fur et à mesure. Très bien. Alors, je vais donc commencer le cours. Je vais voir si je peux... Voilà. Donc, je rappelle, hein, pour un petit peu rafraîchir les mémoires, que nous avions commencé à travailler sur ce premier chapitre, la fonction des mots et groupes de mots, et donc que nous avions examiné la question de la phrase, de la structure de la phrase. On va être obligé d'y revenir, mais rappelez-vous, hein, cette structure de phrase en 3 éléments, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. C'est vraiment un point essentiel, et les exercices que je vais vous proposer aujourd'hui porteront principalement sur ce point.
Ensuite, on avait vu le premier groupe, donc le groupe sujet et la fonction sujet. Le deuxième groupe, le groupe verbal. Et en distinguant donc deux grands types de groupes verbaux, hein, les groupes verbaux attributifs et les groupes verbaux à complément d'objet. Et là maintenant, je vais vous parler de la fonction complément circonstanciel. Alors, vous vous souvenez que dans la caractérisation, si vous voulez, du complément du verbe, du complément d'objet, direct ou indirect, j'avais indiqué qu'il y a un rapport sémantique, un rapport de sens entre le verbe et son complément. Que le complément du verbe, il est appelé par le sens du verbe. Il fait partie, une autre formulation, c'est de dire qu'il fait partie du programme sémantique du verbe. Donc, si vous prenez un verbe comme, je ne sais pas moi, parler, vous aurez derrière un complément qui évoque forcément, qui réfère forcément à quelque chose qui est soit un sujet de discours, enfin qui est en général un sujet de discours, il parle de sa maison, de quelque chose, etc. Bon. Et vous ne pourrez pas avoir d'autres types de compléments. Si vous prenez le verbe manger, vous aurez mangé plus des compléments qui correspondent à des choses qui se mangent. Hein. Donc, vous avez, avec les compléments du verbe, un lien nécessaire entre le sens du complément et le sens du verbe. Hein. C'est pour cette raison un petit peu que, historiquement, on parle de complément. L'idée, si on veut, c'est que ça complète le sens du verbe. Bon, bien qu'il faut vraiment se méfier de ce genre d'interprétation, mais là, en l'occurrence, c'est quand même un peu juste. Il y a un lien entre le complément d'objet ou complément d'objet direct ou indirect et le sens du verbe, alors que, et c'est là où je veux en venir, dans le cas du complément circonstanciel, il n'y a aucun rapport sémantique entre le sens du complément et le sens, alors plutôt que de dire le sens du verbe, il faut dire le sens de l'ensemble formé par le groupe sujet et le groupe verbal. Donc, vous avez un événement, bon, par exemple ici, dans les phrases qui sont ici données en exemple, vous avez le facteur distribue le courrier à 8 heures. Bon, donc l'événement, c'est le facteur distribue le courrier, il est exprimé par le groupe sujet, le facteur et le groupe verbal distribue le courrier. Donc vous voyez que le courrier est bien un complément qui a à voir avec le verbe distribuer. Hein, il y a une sorte de cohérence, c'est une implication. Distribue, si vous faites, ça c'est un genre d'analyse linguistique qui est pratiqué maintenant depuis très longtemps, et maintenant qu'on dispose des moyens informatiques pour le faire, c'est beaucoup plus facile. Si vous étudiez tous les groupes nominaux qui suivent le verbe distribuer dans des corpus électroniques, vous allez constater que distribuer, le verbe distribuer sélectionne sémantiquement un type de complément. Hein. C'est-à-dire, vous allez avoir des distributs, là j'improvise un peu, mais là c'est le courrier, mais on pourrait distribuer la parole, par exemple, dans un autre sens du verbe distribuer. Bref, vous retrouvez la polysémie du verbe distribuer dans les types de compléments qu'il peut avoir. Hein. Donc ça veut bien dire ça, que le complément, il est lié au sens du verbe, encore une fois. Bon. Alors vous prenez cet ensemble, groupe sujet, le facteur, plus groupe verbal, distribuer le courrier, qui décrit un événement. Et cet événement, eh bien, le groupe circonstanciel donne une indication complémentaire sur, en l'occurrence ici, c'est le temps, sur le moment où cet événement a lieu, à 8 heures. Et donc, si vous voulez, quand je dis à 8 heures, pourquoi je dis que ça n'a pas de rapport avec le sens du verbe? Parce que indiquer une heure, donner une indication temporelle, c'est valable pour n'importe quoi. Je peux faire n'importe quoi, je peux avoir n'importe quel verbe, n'importe quel événement qui se produit à une certaine heure.
Donc, le sens du complément circonstanciel, il est totalement indépendant du sens de l'événement dont il est question, donc notamment du sens du verbe. Je pourrais dire qu'il distribue le courrier à 8 heures, mais je pourrais dire qu'il distribue le courrier parce que c'est son métier. Hein? Au lieu de dire à 8 heures, je pourrais dire, au lieu de donner une indication de temps, je pourrais donner une indication de cause, parce que c'est son métier. Je pourrais donner une indication je ne sais pas moi, distribue le courrier, oui, je pourrais donner une autre cause, parce qu'il fait beau, etc., etc. Bon, peu importe. L'essentiel, c'est que vous compreniez bien que ce complément circonstanciel, il n'a pas de rapport de sens, il est totalement indépendant. Donc, il est indépendant du groupe, enfin indépendant, je veux dire sémantiquement, hein. Il est indépendant de l'ensemble formé par le groupe sujet et le groupe verbal. C'est pour cette raison qu'on peut l'enlever, hein, et qu'il est effaçable, c'est une de ses propriétés. On peut dire le facteur distribue le courrier. Bon. Mais l'autre propriété qui indique qu'il y a une autonomie de ce groupe, une autonomie syntaxique par rapport au groupe verbal et à l'ensemble formé par le groupe sujet et le groupe verbal, c'est qu'on peut le mettre à d'autres endroits de la phrase. Hein. En début de phrase, par exemple, à 8 heures, le facteur distribue le courrier. Ou alors juste après le facteur à 8 heures distribue le courrier. C'est plus difficile, vous voyez, de le mettre après le verbe distribuer. Hein. J'aurais du mal à dire peut-être le facteur distribue à 8 heures le courrier. Ce serait très bizarre. Hein. Pourquoi? Parce que si on fait ça, on segmente le groupe verbal. Et segmenter avec un complément circonstanciel comme ça, c'est pas très... disons, c'est pas complètement impossible, hein, mais ça n'est pas très naturel. Bon. Donc ça, c'est la première caractérisation du groupe circonstanciel ou de la fonction complément circonstanciel par rapport aux fonctions complément d'objet direct ou indirect. C'est l'idée. Donc, je répète, hein, du point de vue sémantique, l'opposition entre le complément d'objet et le complément circonstanciel, c'est que le complément d'objet est lié au sens du verbe, alors que le complément circonstanciel donne une information facultative indépendante et sans rapport avec le sens du verbe. Et puis, du point de vue syntaxique, on peut effacer le complément circonstanciel d'une part, et on peut le déplacer. Bien. Alors, vous remarquerez que pour faire la différence, si vous voulez, entre le groupe circonstanciel et le complément d'objet, on ne peut pas placer le complément d'objet en tête de phrase. Hein. On ne pourrait pas placer le complément d'objet en tête de phrase en disant « le courrier, le facteur distribue à 8 heures ». D'accord ? J'indique ici « à Paris, le facteur va ». Vous voyez que dans la phrase « le facteur va à Paris », je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je le répète, parce que là, en l'occurrence, et j'y reviendrai tout à l'heure, il y a peut-être une différence entre la tradition scolaire grammaticale en France et en Espagne, notamment. Vous vous souvenez, j'avais mis en ligne un PowerPoint qui avait été fait l'année dernière par des étudiantes espagnoles, assez intéressant sur la différence de traitement de la question des compléments entre le français et l'espagnol, mais je vais y revenir. Donc, pourquoi dans la phrase « le facteur va à Paris » est un complément d'objet indirect? Ben, pour les trois raisons que j'ai données, peuvent être prises. D'une part, vous voyez qu'ici, je ne peux pas déplacer à Paris en tête de phrase. Je ne peux pas dire à Paris, le facteur va. D'accord ? Je ne peux pas non plus le supprimer. Le facteur va, en français, on ne peut pas le dire dans ce sens-là, au sens de déplacement. Le verbe aller exige un complément. Donc à partir du moment, de toute façon, où le complément est obligatoire, c'est sûr que je ne vais pas être dans un cas de complément circonstanciel. Hein. Je suis forcément dans un cas de complément d'objet indirect. Donc,
là, ce sont les deux critères syntaxiques. Hein. Du point de vue syntaxique, je vois qu'à Paris, dans la phrase « le facteur va à Paris », est un complément d'objet indirect, donc pour des raisons syntaxiques, tout simplement parce que d'une part, je ne peux pas le supprimer, et d'autre part, je ne peux pas le placer en tête de phrase. Bon. Mais l'argument sémantique fonctionne également, puisque quand je dis « le facteur va à Paris », qu'est-ce que ça veut dire « va » ? Qu'est-ce que ça veut dire « aller » ? Aller, ça veut dire se déplacer d'un lieu A à un lieu B. Bon. Donc si j'indique le lieu B en disant « le facteur va à Paris », à Paris, c'est le lieu où s'effectue le déplacement. Bon, eh bien, on comprend bien que indiquer le lieu où s'effectue le déplacement, c'est quelque chose qui a un rapport avec le sens du verbe aller, qui signifie se déplacer. Hein. Donc, il y a un rapport sémantique de sens entre l'indication de lieu et le verbe aller. Donc, vous voyez que les trois critères fonctionnent bien pour indiquer que à Paris, ici, n'est pas un complément circonstanciel, mais un complément d'objet indirect. En revanche, si vous prenez une phrase comme le facteur travaille à Paris, eh bien, la situation est complètement différente. À Paris, dans cette deuxième phrase, le facteur travaille à Paris, fonctionne cette fois-ci bien comme un complément circonstanciel. Pourquoi ? Bon, je peux reprendre mes trois critères. Les deux critères syntaxiques, la suppression, je peux supprimer à Paris, je peux dire le facteur travail, sans préciser où il travaille. Je peux le mettre en tête de phrase, à Paris le facteur travail. Bon, avec une petite nuance peut-être. Hein. Si je dis à Paris le facteur travail, peut-être que je donne l'impression que s'il n'est pas à Paris, il ne travaille pas. Bon, donc oui, il y a peut-être enfin, il y a assurément une légère nuance de sens entre le facteur travail à Paris et à Paris le facteur travail. Ces deux phrases ne répondent pas tout à fait à la même question. Hein. La première phrase, le facteur travail à Paris, répondrait peut-être à la question où travaille le facteur. Hein. On dirait le facteur travaille à Paris. En revanche, la deuxième phrase, à Paris le facteur travail, répondrait plutôt à la question qu'est-ce que fait le facteur quand il est à Paris ? On dirait le facteur travail. Bon. Donc en termes, je ne veux pas insister sur ce critère, mais en termes de rapport entre ce qu'on appelle parfois le thème et le propos, le thème-rem, il y a une différence entre les deux types de phrases. Mais peu importe. Ce qui est certain, c'est que je peux déplacer à Paris en tête de phrase sans changer radicalement le sens de la phrase. Vous voyez que la phrase signifie quand même très largement la même chose que je dise le facteur travail à Paris ou à Paris le facteur travail. Bon. Donc, je peux le supprimer, je peux le déplacer. Maintenant, examinons le rapport de sens entre l'indication de lieu à Paris et le verbe travailler. Est-ce que travailler est un verbe qui indique, enfin qui implique qu'on indique où on travaille? Non, c'est totalement facultatif d'indiquer le lieu où on travaille à partir du verbe travailler. La situation est complètement différente d'un verbe par rapport à un verbe de déplacement comme aller. Si je dis aller, évidemment, j'indique un déplacement. Donc si j'indique un lieu, ce lieu, il est cohérent avec cette question avec cette indication de déplacement. Mais si je dis travailler, travailler, le sens du verbe travailler ne sélectionne pas un complément qui serait forcément un complément de lieu. Donc ici, à Paris, n'a pas de lien de sens avec le verbe travailler. Encore une fois, comme dans le cas du facteur précédemment, je pourrais donner n'importe quelle autre indication. Au lieu de donner une indication de lieu, je pourrais donner une indication de cause, par exemple, en disant le facteur travaille parce qu'il doit gagner sa vie. Voilà. Hein, ou d'autres encore. Donc, vous voyez bien que cette caractérisation donc, du groupe circonstanciel, c'est une caractérisation fondamentalement syntaxique. Le complément circonstanciel, la notion de complément circonstanciel n'est pas liée au sens. C'est-à-dire que quand on compare ces deux phrases, le facteur va à Paris, le facteur travaille à Paris, vous voyez bien que ce n'est pas parce que j'ai une indication de lieu que j'ai forcément un complément circonstanciel de lieu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Ça, c'était l'ancienne, en grammaire française,
Autrefois, on disait ça. C'était une caractérisation purement sémantique du complément circonstanciel. On disait, toute indication de lieu, on l'appelle complément circonstanciel de lieu. Aujourd'hui, disons pour des raisons de cohérence et de syntaxique, hein, on voit bien qu'il y a quand même une différence de fonctionnement très importante entre à Paris dans le facteur va à Paris et à Paris dans le facteur travaille à Paris. Cette grande différence de propriété syntaxique conduit à dire qu'il y a deux fonctions différentes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont pendant longtemps on n'était pas conscient. Et d'après les informations que vos camarades donnaient l'année dernière, il semblerait que dans la grammaire de l'espagnol, on continue de dire cela, c'est-à-dire de dire que on a dans les deux cas un complément circonstanciel. Vous me confirmerez ça tout à l'heure, ou alors vous me direz si en effet ça n'est plus le cas, et si ce que vous avez appris à l'école correspond à ce que je viens de vous dire là, ou non. Bon. Alors, voici donc pour les caractérisations syntaxiques des compléments. Maintenant, voyons un petit peu quels sont les types de mots, les types de groupes de mots qui peuvent être de nature, de fonction complément circonstanciel. Donc, quelles sont les différentes natures possibles des groupes circonstanciels? Bon, alors, vous avez d'abord le groupe nominal prépositionnel, comme dans l'exemple que j'ai donné à 8 heures, le facteur distribue le courrier à 8 heures. Vous pouvez avoir tout simplement un groupe nominal, complément circonstanciel, le matin, si vous dites le facteur distribue le courrier le matin. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir un adverbe, complément circonstanciel. Aujourd'hui, dans le facteur distribue le courrier aujourd'hui. Vous pouvez dire aujourd'hui, le facteur distribue le courrier. Enfin, je ne refais pas la démonstration à chaque fois, mais dans tous ces cas, le complément circonstanciel peut être déplacé ou supprimé. Alors ensuite, vous avez donc bien sûr la proposition subordonnée, complément circonstanciel. Par exemple, quand le jour se lève, dans le facteur distribue le courrier, quand le jour se lève. Ou là aussi, vous pouvez dire quand le jour se lève, virgule, le facteur distribue le courrier. Ou alors le facteur, virgule, quand le jour se lève, virgule, distribue le courrier, etc. etc. Alors, ensuite, à titre beaucoup plus facultatif, vous pouvez indiquer les différents types sémantiques de compléments circonstanciels. Alors je dis que c'est facultatif parce que d'abord il faut reconnaître la fonction circonstancielle, et en particulier la différencier de la fonction complément d'objet, en particulier complément d'objet indirect. Et ensuite, on précise de quelle sorte de complément circonstanciel il s'agit. Mais c'est moins important, c'est une description sémantique qui n'a pas d'impact au plan syntaxique. Alors, j'en donne juste 3 exemples, comme en suivant le même raisonnement que j'ai suivi depuis le début, là, c'est-à-dire en me limitant au cas essentiel. Donc, 3 exemples, 3 types sémantiques, il y en a bien d'autres. Donc le complément circonstanciel de temps, donc, qui peut être un groupe nominal le matin, un groupe nominal prépositionnel comme à 8 heures, un adverbe comme aujourd'hui, ou une proposition subordonnée. Donc ce sont tous les exemples qu'on a vus il y a un instant. Ensuite, vous pouvez avoir un complément circonstanciel de lieu, qui peut être un groupe nominal prépositionnel dans le quartier, par exemple le facteur distribue le courrier dans le quartier, ou l'adverbe ici, dans ici le facteur distribue le courrier, ou bien un complément circonstanciel de cause. Elle m'a téléphoné par erreur. Bon, la cause d'avoir téléphoné, c'est par erreur, donc là aussi, vous pouvez le supprimer, l'effacer. Proposition subordonnée, parce que c'est son métier, dans le facteur distribue le courrier, parce que c'est son métier. Alors, est-ce que, à ce stade, vous avez des questions, des remarques? Non, ça va? Alors, je vais maintenant vous proposer deux exemples de réflexion pour bien montrer
la différence entre complément circonstanciel et complément d'objet en utilisant des phrases volontairement faites pour être ambiguës, c'est-à-dire des phrases qui ont deux sens possibles. Donc on va travailler sur ces deux phrases. Ils l'ont vu tomber du bateau, il joue à lancer la balle dans la cour. Donc prenons la première. Ils l'ont vu tomber du bateau. Alors, je vous laisse 2 minutes de réflexion pour... et puis ensuite je vous donnerai la parole. Hein. On va essayer de voir si on peut quand même interagir un petit peu. Quels sont les deux sens possibles de cette phrase « Ils l'ont vu tomber du bateau » ? Alors, oui ni non, allez-y. Vous m'entendez? Oui, oui. Ça peut être ils l'ont vue depuis le bateau ou alors elle est tombée du bateau. C'est-à-dire, ça peut être la personne est tombée du bateau ou alors les autres l'ont vue tomber depuis le bateau. D'accord. Alors, c'est tout à fait ça. Je vais vous montrer ça sur un petit schéma que j'avais fait. Donc, j'espère que c'est ça le cours. Ouais. Donc, première solution. Ils l'ont vu tomber du bateau. Ça signifie que les observateurs sont sur le bateau ici, et quelqu'un est tombé, on ne sait pas d'où. D'accord ? Alors, pourquoi, dans ce cas-là, alors la question c'est ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ces deux interprétations correspondent à deux analyses syntaxiques différentes. Pourquoi je dis ici que dans cette interprétation-là, quand les observateurs sont sur le bateau et que la personne tombe, on ne sait pas d'où, pourquoi c'est un complément circonstanciel? Eh bien, tout simplement parce que, d'abord, si vous... Bon, il y a un critère qui ne peut pas nous être utile, c'est que dans les deux cas, on pourrait supprimer du bateau. On pourrait dire ils l'ont vu tomber. Bon, donc ça, la suppression, ça ne nous aide pas à trancher entre les deux interprétations. Maintenant, si on déplace, si on dit du bateau, virgule, ils l'ont vu tomber. Vous voyez que là, spontanément, il est beaucoup plus naturel d'interpréter, je ne vois pas comment on pourrait interpréter du bateau, virgule, ils l'ont vu tomber, autrement que, comme l'indique cette image, c'est-à-dire les observateurs sont sur le bateau. Du bateau, ils l'ont vu tomber, c'est-à-dire c'est ils qui sont sur le bateau. Ils l'ont vu tomber et il se trouve qu'ils sont sur le bateau. Mais on pourrait avoir à 8 heures, ils l'ont vu tomber, etc. D'accord ? Ce qui est important à noter ici, également, c'est que le verbe tomber, puisqu'il n'y a pas d'indication d'où il tombe, il n'y a pas de complément. Il n'y a pas de complément. Il n'y a pas de complément d'objet indirect. Hein. Donc ici, la seule solution pour l'interprétation de la phrase, l'interprétation syntaxique de la phrase, c'est de considérer que du bateau, le groupe prépositionnel du bateau est de fonction complément circonstanciel. Maintenant, deuxième interprétation, ils l'ont vu tomber à partir du bateau. Donc, la personne dont il est question est sur le bateau, elle tombe, et des observateurs qui sont, on ne sait pas où, ont vu l'événement. D'accord ? Alors, dans ce cas-là, on a bien affaire à un complément d'objet indirect pour du bateau, et non plus à un complément circonstanciel. Pourquoi ? Parce que du bateau indique ici le lieu de départ de la chute. Tomber, c'est passer d'un point A à un point B plus bas. Hein. Donc, tomber du bateau, l'indication du point de départ de la chute, du lieu de départ de la chute, fait partie, est liée au sens du complément tomber. Si tomber, ça signifie passer d'un point A à un point B, eh bien, que j'indique le point de départ de la chute ou le point d'arrivée, dans tous les cas, j'indique quelque chose qui est prévu par le sens du verbe. On aurait, si j'avais ils l'ont vu tomber dans l'eau,
qui indiquerait donc cette fois-ci le lieu d'aboutissement, le lieu d'arrivée de la chute, ce serait la même interprétation. Ce serait un complément d'objet indirect de tomber. Mais en effet, on pourrait avoir, avec une phrase « ils l'ont vu tomber dans l'eau », on pourrait imaginer qu'il y a des personnes qui sont dans l'eau et qui ont vu tomber quelqu'un qui était on ne sait où, etc. On pourrait avoir la même ambiguïté. Mais là, ils l'ont vu tomber dans l'eau, il faut vraiment réfléchir à une situation un peu tordue pour imaginer que ce soit autre chose dans l'eau qu'un complément d'objet indirect. Donc vous voyez que ce type d'exemple est intéressant parce qu'il montre bien qu'on a ces deux interprétations syntaxiques complètement différentes qui correspondent à deux sens complètement différents. Donc on a bien deux fonctions. Si je dis dans les deux cas que j'ai un complément d'objet indirect, vous voyez que je rate une différence importante. Ou si je dis dans les deux cas que j'ai un complément de lieu, complément circonstanciel de lieu, ben je rate une information importante. Je ne fais pas une différence que je peux considérer quand même comme importante à la fois du point de vue syntaxique et du point de vue sémantique. Bon. Alors, maintenant, le deuxième exemple. Il joue à lancer la balle dans la cour. Alors, même chose, je vous donne un petit temps de réflexion et vous allez essayer de me dire quelles sont les deux interprétations possibles pour cette phrase. Attendez, je reviens parce que je me rends compte que je n'ai pas l'heure à côté de moi, je reviens. Voilà. Alors, on va arrêter le partage. Bien. Alors, à part Ninon, est-ce que quelqu'un a une solution pour il joue à lancer la balle dans la cour, pour donner deux interprétations? Il joue à lancer la balle dans la cour. Non, vraiment, vous ne voyez pas? Alvaro? Vous avez une idée? Cela peut être à cause de la thématisation dont on a parlé auparavant du complément circonstanciel. Ça dépend de la thématisation et à partir de cela, le sens change, le sens de la phrase change. Alors non, là c'est simplement le sens de la phrase, il va changer en fonction de la fonction de dans la cour. Hein. Il va y avoir deux sens différents selon que vous interprétez dans la cour comme un complément circonstanciel ou bien comme un complément d'objet indirect. Donc, soit l'enfant oui? joue dans la cour, soit il joue à lancer la balle dans la cour. Donc la balle tombe dans la cour, soit il est en train de faire l'action dans la cour. Alors, attendez, pardon, qui est-ce qui parle là? Parce que c'est Anna Lozano. Ah, d'accord, mais je ne vous vois pas, c'est pour ça que j'étais... Ok, donc, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, parce que j'étais perturbé par le fait que je cherchais qui parlait. Soit il joue dans la cour, ouais. Il fait tomber la balle dans la cour, c'est ça? Il lance la balle dans la cour. Alors, ouais, je pense que vous avez compris, mais votre explication est peut-être pas suffisamment claire. Donc, les deux interprétations, je reviens donc au PowerPoint. Les deux interprétations sont les suivantes, donc. Soit j'interprète dans la cour comme un complément circonstanciel. Dans ce cas-là, ça veut dire que je peux le déplacer en début de phrase. Je peux dire « dans la cour, il joue à lancer la balle ». Qu'est-ce que ça signifie « dans la cour, il joue à lancer la balle » Ça veut dire que le personnage qui joue, il est dans la cour. Il est dans la cour, il est en train de jouer dans la cour, il est dans la cour, et il lance la balle, mais on ne sait pas où il la lance. D'accord ?
Et dans ce cas-là, j'ai un complément circonstanciel. Pourquoi? Parce que ce sens où le personnage qui joue à lancer la balle est dans la cour et il lance la balle on ne sait pas où, cette interprétation, elle est valable que je mette dans la cour en début de phrase ou en fin de phrase. Donc je maintiens l'interprétation, quelle que soit la position du groupe nominal prépositionnel. Donc ça signifie bien que j'ai un complément circonstanciel, puisque le sens est maintenu, quelle que soit la position du complément. Et puis par ailleurs, je vois que le verbe lancer, alors il y a un premier complément, un complément d'objet, lancer la balle, mais il n'y a pas l'indication du lieu où on la lance. Donc dans la cour ne pourrait pas être un complément d'objet indirect de lancer dans ce cas-là. Et puis inversement, si j'interprète il joue à lancer la balle dans la cour, en considérant que dans la cour est le lieu où arrive la balle, ce qui présuppose, alors ça c'est vraiment un présupposé, ça n'est pas du tout dit dans la phrase, mais ça présuppose que la personne n'est pas dans la cour. Elle n'est pas dans la cour, elle lance la balle dans la cour. D'accord? Donc là, ça suppose deux lieux, un lieu qui est hors de la cour et un lieu qui est la cour. Bien. Et dans la cour indique le lieu où arrive la balle quand elle est lancée. Eh bien, dans ce cas-là, c'est lancer quelque chose quelque part. Donc, dans la cour, eh bien, le fait d'indiquer ce lieu a bien un rapport avec l'idée de lancer. Quand on lance quelque chose, eh bien, c'est le fait d'indiquer le lieu où aboutit le lancer est prévu par le sens du verbe lancer. C'est ce lieu d'aboutissement du lancer. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir un complément d'objet indirect, puisque j'ai un rapport de sens avec le verbe. Par ailleurs, je remarque que si je mets dans la cour en début de phrase, comme je le faisais tout à l'heure, dans la cour, il joue à lancer la balle, c'est très difficile de l'interpréter comme je viens de le faire. C'est-à-dire, c'est très difficile d'interpréter dans la cour, il joue à lancer la balle, en considérant que dans la cour est le point d'aboutissement du lancer. D'accord? Donc, vous voyez, ces deux exemples montrent bien que l'importance de cette distinction montre bien aussi que les critères ne fonctionnent pas toujours. Hein. C'est-à-dire que le critère de l'effacement, vous voyez, il est très, très faible parce que souvent, il ne permet pas de trancher entre complément circonstanciel et complément d'objet indirect parce que donc très souvent les compléments d'objet sont aussi effaçables. Alors, quelqu'un a levé la main. C'était moi. Oui, j'ai une d'accord. question. Est-ce que dans le deuxième exemple, on ne pourrait jamais considérer que dans la cour, c'est un complément du nom de la balle? Un complément du nom balle? Oui. Alors, il joue à quoi? Bon, il joue à lancer la balle, je ne sais pas. Ah ouais. C'est parce que, en fait, moi, depuis mes connaissances de grammaire espagnole, moi je trouve que votre concept du complément d'objet indirect, c'est vraiment long. Large, alors, je voulais dire. Pas vraiment à comprendre, dans certains cas, pourquoi ils sont des compléments d'objet indirect. Alors, le complément... pas à connaître vraiment qu'est-ce que c'est pour vous un complément d'objet indirect. Alors, la réponse, elle est très simple, elle renvoie au cours précédent. Elle est que le complément d'objet indirect, c'est un complément d'abord qui est par nature prépositionnel, donc il y a une préposition, mais sa condition fondamentale, c'est qu'il est dans le groupe verbal. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous savez découper groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel, vous ne pouvez plus vous tromper sur le complément d'objet indirect. C'est le complément, c'est un des types de compléments dans le groupe verbal. Or, là, lancer la balle dans la cour, alors, bon, il faut être d'accord sur l'idée que dans cette phrase, dans la deuxième interprétation, complément d'objet indirect, il est le groupe sujet, joue à lancer la balle dans la cour est le groupe verbal.
D'accord? Et si on considère pour simplifier que joue à lancer, c'est le verbe, hein, c'est comme si on avait lance. C'est un groupe verbal qui contient un élément verbal, joue à lancer, mettons, et puis deux compléments. La balle est dans la cour. Le groupe verbal, j'ai donné dans le cours précédent toutes ces formules possibles. Le groupe verbal, il est soit réduit au verbe, soit soit composé d'un verbe et d'un groupe nominal, soit composé d'un verbe et d'un groupe nominal prépositionnel, soit composé d'un verbe et d'un groupe nominal prépositionnel. Ou alors parfois de deux groupes nominaux prépositionnels. Donc voilà, la délimitation du groupe du complément d'objet indirect, c'est ça. Le complément du nom, évidemment, on va le voir après, mais c'est tout simplement un complément qui est dans le groupe nominal, pas dans le groupe verbal. Donc vous ne pouvez pas confondre tant que vous suivez cette méthode de bien vérifier dans quel groupe vous êtes. Il faut partir des grands éléments pour aller vers les petits. Sinon, vous ne pouvez pas ne pas vous tromper. Hein. Si vous voyez une préposition et que vous partez de l'idée, je vois un groupe de mots qui est introduit par une préposition. Bon, ben, est-ce que c'est un complément du nom, un complément d'objet indirect, un complément circonstanciel? Comment je fais? Ce que je fais, c'est que d'abord, je regarde la phrase dans sa globalité et je décompose les grands groupes. Hein. C'est ce qu'on va faire dans l'exercice qu'on va faire juste après. Ok, ça va? Ça vous éclaire un peu? D'autres questions? Merci. Je vous en prie. Oui, allez-y, Ninon. Justement, moi, c'est un peu le même problème. C'est Ouais. que j'ai du mal à compartimenter. Et par exemple, en tout cas, ma première impression quand je vois les deux exemples, Ouais. c'est pour moi, le groupe verbal n'est pas très clair parce que ça pourrait être ils l'ont vu et ensuite tomber du bateau qui serait un complément, un COD, ou alors ils jouent et ensuite une deuxième partie de la phrase qui serait à lancer la balle. Pour Ouais. vous, ça paraît évident qu'ils jouent à lancer, c'est le groupe verbal et pour moi, ça l'est pas du tout. Et pareil pour ils l'ont vu tomber du bateau, j'aurais eu tendance à couper la phrase après vue. Ouais. Alors, en fait, si vous voulez, je comprends hein, ces remarques. Prenons le deuxième exemple, jouer. Il joue à lancer la balle dans la cour. Dans les deux cas, hein, ce qui m'intéresse, c'est que pourquoi est-ce que ça marche si on supprime? Pourquoi j'ai mis ils l'ont vu tomber du bateau et pas il tombe du bateau? Et pourquoi j'ai mis il joue à lancer la balle dans la cour plutôt qu'il lance la balle dans la cour? Alors, la deuxième phrase, c'est plus simple. Il lance la balle dans la cour. On peut toujours interpréter des deux façons, hein, mais c'est moins facile de voir. Parce qu'il lance la balle dans la cour, on peut dire dans la cour, c'est l'endroit où il lance la balle. Hein, il n'est pas dans la cour, il lance la balle dans la cour. Mais on peut aussi interpréter dans la cour, il lance la balle. D'accord? On peut interpréter qu'on ne sait pas où il lance la balle, mais juste il est dans la cour. Il lance la balle dans la cour. D'accord? Donc, vous voyez que le raisonnement, il fonctionne exactement de la même façon si je supprime joue à. Il lance la balle dans la cour. Donc ça montre bien que le verbe jouer ici ne joue aucun rôle sur la distinction entre les deux types de compléments. Je le mets simplement parce que ça rend plus facile la compréhension, l'interprétation dans la cour comme complément circonstanciel. D'accord? Pour cet exemple-là, vous voyez? Alors maintenant, pour le premier exemple. Ils l'ont vu tomber du bateau. Alors, si je supprime ils l'ont vu et que je prends il tombe du bateau, là, évidemment, je ne peux plus jongler avec, je n'ai plus d'ambiguïté.
Hein. Il tombe du bateau, voilà. Ils l'ont vu tomber. Bon, on a affaire ici, si vous voulez, si on entre dans le détail de la structure de la phrase, hein, on a ce qu'on appelle traditionnellement une proposition infinitive. Ils l'ont vu tomber du bateau, ils ont vu qu'il tombe du bateau. Donc, en effet, quand on analyse du bateau comme complément d'objet indirect, il est bien complément d'objet indirect du verbe tomber. Ça, vous êtes d'accord avec ça, hein? Il ne peut pas être complément d'objet indirect de voir. Hein. En revanche, du bateau est lié à tout le reste de la phrase. Alors, bien que là, le verbe principal, c'est le verbe voir. Hein. Ils l'ont vu depuis le bateau. D'accord? Hein? Donc, en effet, vous avez raison de remarquer qu'il y a une sorte de petit tour de passe-passe ici, parce que dans un cas, on considère surtout le verbe tomber, tomber du bateau, et dans l'autre cas, c'est plutôt le verbe voir qui est au premier plan. Hein. Parce que l'indication du bateau, quand on interprète du bateau comme complément circonstanciel, donc qui indique donc le lieu où se trouvent les observateurs, ils l'ont vu tomber du bateau. Quand je dis le lieu où se trouvent les observateurs, je dis bien que ce lieu, il donne une information sur observateurs, c'est-à-dire sur où sont ceux qui ont vu. Donc, que l'événement, je parlais tout à l'heure d'un événement par rapport auquel se caractérise le complément circonstanciel. L'événement par rapport auquel se caractérise le complément circonstanciel, c'est ils l'ont vu tomber. Donc, si vous voulez, dans un cas, le complément circonstanciel, il est complément circonstanciel par rapport à un ensemble, groupe sujet, groupe verbal, qui est « ils l'ont vu tomber ». D'accord? Tandis que du bateau, il est complément d'objet indirect du verbe « tomber » seulement. Voilà. Pour être plus précis, on pourrait dire ça. Voilà. Mais vous avez raison, c'est une précision nécessaire parce que l'accent est mis tantôt sur le verbe tomber, tantôt sur le verbe voir. Mais ça ne change rien à l'analyse, dans le fond. Ok, pas d'autres questions? Alors, je vous propose, j'avais prévu de vous proposer maintenant un... Ah non, avant l'exercice, je voulais revenir rapidement et avoir votre avis sur ce qui avait été proposé l'année dernière par ces étudiantes. Alors bon, la première diapo ici est un peu bancale, mais je n'ai pas réussi à la transformer. Donc vous voyez, elles avaient indiqué plusieurs types de compléments, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément circonstanciel, complément prépositionnel, et puis les autres sont moins intéressants par rapport à notre sujet. Alors, le complément direct, lui, il correspond bien au complément d'objet direct français, ça pour moi il n'y a pas de problème. Le complément d'objet indirect, alors c'est là où je comprends la remarque qui a été faite tout à l'heure, effectivement il a une délimitation plus limitée qu'en français, le complément d'objet indirect, complément indirect de l'espagnol, hein, puisque apparemment la préposition est bloquée, c'est à ou pour. Bon, donc ça, vous me le direz si vous êtes d'accord avec ça. Ensuite, le complément circonstanciel, selon ce qu'avaient indiqué dans leur exposé les étudiants de l'année dernière, le complément circonstanciel était vraiment défini sémantiquement, c'est-à-dire il va à Paris, complément circonstanciel. Donc là, il y a une grande différence d'analyse par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Et puis, la chose intéressante, c'est qu'on a ce cas-là, le complément prépositionnel, supplément de régime, pour les cas où on a une autre préposition que à, principalement. Donc, il ne s'est pas souvenu de mon anniversaire. Alors, en effet, si je compare en français, il parle à son frère et il se souvient de son anniversaire. Ou alors, il parle à son frère et il se souvient de son anniversaire. En français, dans les deux cas, j'ai un complément d'objet indirect. Parce que j'ai un groupe verbal et puis j'ai un complément du groupe verbal qui est introduit par une préposition.
il y a une différence qui est prise en considération par l'espagnol, par la grammaire de l'espagnol, et qui n'est pas prise en compte par la grammaire française, mais ça, c'est juste le hasard des traditions grammaticales, c'est qu'il y a une différence, évidemment, en termes de pronominalisation. Si je pronominalise « il parle à son frère », je vais dire « il lui parle ». Il parle à son frère, il lui parle. Mais si je dis « je me suis souvenu de mon anniversaire », on va dire « je m'en souviens » ou « je m'en suis souvenu ». Donc, il y a une pronominalisation par « en » dans un cas et par « là »,« lui » de l'autre. Eh bien, cette différence de pronominalisation, c'est une différence syntaxique. Hein. On aurait pu la prendre en considération en français, on aurait pu dire qu'il y a plusieurs types de compléments d'objets indirects. Mais il se trouve que la tradition grammaticale fait qu'on ne l'a pas prise en compte, cette différence, alors qu'en Espagne, en espagnol, on l'a prise en compte. Alors peut-être que c'est pour d'autres raisons qui concernent, disons, la structure de l'espagnol, mais là, je ne pourrais pas en dire plus, je ne connais pas assez bien la langue pour pouvoir me prononcer. Oui, allez-y. C'est peut-être parce qu'en espagnol, le pronom « en » n'existait pas. Alors c'est normalement ça la différence entre le complément d'objet indirect et le complément de régime qui ont nous en espagnol. Donc, mais il n'y a quand même pas le même pronom entre le complément d'objet indirect et le complément prépositionnel ou le supplément de régime. C'est pas le même pronom. Non, hein? Voilà. Non, parce qu'en fait, les compléments suppléments, on ne peut pas le pronominaliser. On ne peut pas le pronominaliser. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'on le remplace par l'équivalent de ça. Hein? D'accord, ok. Oui, donc c'est peut-être en effet une explication. Bon, ensuite on a l'attribut, c'est la même chose, je n'insiste pas. Le complément prédicatif, alors ça c'est pareil, c'est une distinction que fait l'espagnol et qu'on ne fait pas en français. On parle dans ce cas-là d'attribut du sujet. Hein. Sauf qu'on a un verbe qui n'est pas attributif. Alors l'exemple n'est pas très bon, hein. Il venait fatigué de la promenade. Oui, il y a aussi d'ailleurs... on dirait rentrait par exemple, on pourrait dire plutôt rentrait fatigué. On analyse en français comme sont fatigués. Bon, donc on n'a pas un nom spécial pour ce type de construction. Puis complément d'agent, c'est la même chose. Donc on peut conclure sur les points suivants. Donc d'une part sur le fait qu'il y a une distinction quand même très importante entre d'un côté le complément d'objet et le complément circonstanciel, et que cette distinction, c'est vraiment une suite naturelle de la structure de la phrase, de la description de la structure de la phrase. Donc c'est pour ça qu'on va faire un exercice là-dessus, c'est que cette structure de la phrase, si on ne la comprend pas, on ne comprend rien à la suite. Bon. Ensuite, on a vu qu'il peut y avoir des ambiguïtés générées par cette distinction. Cette distinction entre complément d'objet et complément circonstanciel, elle est parfois difficile à établir. Il y a des exemples où on peut hésiter. Hein. Je ne les ai pas abordés ici pour ne pas compliquer les choses, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Et puis ensuite, comme on l'a vu, il peut y avoir des traditions grammaticales variables. Hein. Vous êtes d'accord avec la définition sémantique du complément circonstanciel, ce que j'ai dit tout à l'heure là, que à l'école, en grammaire de l'espagnol, on dirait « il va à Paris ». En espagnol, on analyserait à Paris comme un complément circonstanciel. C'est ce que vous avez appris à l'école. Hein. Ouais. Donc ce que disaient vos camarades est juste. Donc là, il y a une différence hein, par rapport à ce qu'on fait en France. Parce que maintenant, dans les instructions officielles, c'est comme ça aussi en France pour l'école primaire. Bien, alors, si vous n'avez pas de questions, je vous propose donc des exercices qui sont tirés de ce manuel. Alors, c'est un manuel dans lequel... si vous pouvez le consulter, ce n'est pas du tout obligatoire, mais l'analyse était faite avec une autre terminologie. J'utilisais plutôt syntaxe nominale, syntaxe verbale, syntaxe prépositionnelle, plutôt groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Mais peu importe, c'est la même chose. Donc, vous avez 10 phrases, et le but ici de l'exercice, c'est de décomposer en 3 éléments, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Donc, je vais vous laisser 10-15 minutes, comme ça permettra en même temps de faire une pause. Et puis, on se retrouve, je laisse la connexion en route, on se retrouve
donc dans un quart d'heure, disons, pour la correction. D'accord? Bien. Alors, le quart d'heure est à peu près terminé. Je vais attendre quelques instants que chacun revienne. Alors, bon, je ne sais pas comment vous préférez qu'on procède. On peut, si vous voulez, je peux vous donner la parole. On peut essayer comme ça. Si vous souhaitez proposer votre solution pour l'étude de ces phrases. Alors, qui veut se lancer pour commencer avec la première phrase, les vitrines cassées témoignent encore des affrontements du week-end. Donc la question est de dire quelle est la délimitation du GS, quelle est la délimitation du GV, et quelle est éventuellement, parce qu'il n'y en a pas toujours, la délimitation du groupe circonstanciel. Alors, qui se lance? Bon, oui, alors, allez-y Ninon, très bien, merci. Vous lancez le... Alors, je crois que le groupe sujet serait les vitrines cassées. Oui, d'accord. Le groupe verbal inclurait donc témoigne. Et du coup, des affrontements du week-end, moi je le garde en groupe. Enfin, c'est ensemble et ce serait un COD. Alors, sans entrer dans le détail, pour l'instant, on ne vous demande pas COD, tout ça. On vous demande juste quel est le groupe sujet, quel est le groupe verbal. Donc, groupe sujet, on est d'accord. Les vitrines cassées. Donc, si je comprends bien votre analyse, tout le reste, c'est le groupe verbal. C'est ça? Non? Témoigne encore des affrontements du week-end, c'est le groupe verbal. Vous avez raison, hein, c'est ça. Donc, si vous voulez, après, on peut analyser à l'intérieur du groupe verbal quelle est la fonction d'affrontement, de week-end, etc. Mais l'objectif, si vous voulez, de cet exercice, c'est de montrer que en première analyse, la première chose à faire, c'est de décomposer la phrase en grands groupes. Le groupe sujet, le groupe verbal et éventuellement le groupe circonstanciel. Donc là, je répète pour cette première phrase. Les vitrines cassées témoignent encore des affrontements du week-end. Les vitrines cassées, groupe sujet, témoignent encore des affrontements du week-end, groupe verbal. Et on ne pousse pas l'analyse plus loin pour l'instant. Alors, est-ce que, Ninon, vous voulez bien, parce que les deux phrases sont un peu parallèles, faire la deuxième phrase? Qu'est-ce que vous diriez pour la deuxième phrase? Du coup, la différence serait avec ce week-end qui serait un groupe circonstanciel. D'accord. Et les vitrines cassées témoignaient encore de la violence des affrontements serait le groupe verbal. Non, pas exactement. Vous allez aller un petit peu trop vite là. Parce que si vous dites ça, il n'y a plus de groupe sujet. Le groupe sujet des vitrines cassées. Voilà. Donc on a dans la deuxième phrase, ce week-end, virgule, les vitrines cassées témoignaient encore de la violence des affrontements. On a donc les vitrines cassées, groupe sujet, témoignaient encore de la violence des affrontements, groupe verbal. Ce week-end, groupe circonstanciel. C'est curieux, je vois sur mon écran des phrases qui se surlignent en couleur. Bon, je ne sais pas par quel miracle ce genre de choses se fait, mais ça ne doit pas être miraculeux, ça doit être simplement le fonctionnement du partage d'écran. Bon, d'accord, alors on passe à la troisième phrase. Donc simplement non, juste je justifie quand même. Pourquoi ce week-end, là, je l'analyse comme un groupe circonstanciel? Bon, ben, on peut le supprimer. On peut le mettre à la fin de la phrase. Les vitrines cassées témoignaient encore de la violence des affrontements ce week-end. Et puis, on voit bien que les verbes qui sont mis en jeu, enfin, le verbe témoigner n'a pas de lien, de sens nécessaire avec cette indication
de temps ce week-end. Alors, attention, juste une remarque pour que vous fassiez attention aux critères de suppression. Si je prends la première phrase, les vitrines cassées témoignent encore des affrontements du week-end. Vous allez me dire, mais du week-end, après tout, on peut le supprimer. Hein, des affrontements du week-end. D'accord, on peut le supprimer tout simplement parce que c'est le complément du nom affrontement. Donc un complément du nom... Ah, attendez, je vois quelque chose qui... Ah oui, il y a des remarques. Ah oui, c'est Yi-Quan Wang qui me dit que ça doit être elle qui surligne des choses dans son écran et que du coup c'est partagé. Bon, d'accord. Non, mais c'est pas grave. Donc je disais, du week-end, on pourrait le supprimer. Donc, mais c'est pas pour autant que c'est un complément circonstanciel. Hein. D'abord, je pourrais pas le mettre en début de phrase. Je pourrais pas dire du week-end, les vitrines cassées témoignent encore des affrontements. Hein. La phrase serait agrammaticale dans ce cas-là. Et puis, il suffit de... et donc, je veux dire, l'analyse de la phrase en disant que témoigne encore des affrontements du week-end, en disant que c'est un groupe verbal, à l'intérieur de ce groupe verbal, je vais avoir le verbe témoigner, et puis ensuite, bon, je laisse de côté l'adverbe encore, et témoigner de quelque chose, d'accord? Témoigner, c'est témoigner de quelque chose. Donc, mon groupe verbal ici, indépendamment de l'adverbe encore, témoigne des affrontements du week-end, c'est verbe plus groupe nominal prépositionnel. Donc, c'est un verbe plus un complément d'objet indirect. Le groupe nominal prépositionnel, c'est des affrontements du week-end. Donc, du coup, là, vous comprenez tout de suite, quand vous considérez des affrontements du week-end comme le complément d'objet indirect de témoigner, que de toute façon, ça forme un bloc et que du week-end ne peut être que complément du nom affrontement à l'intérieur de ce groupe nominal dont le noyau est affrontement. Voilà, donc dans la deuxième phrase, ce week-end, en revanche, ne pose absolument aucun problème en termes d'analyse. On a bien un complément circonstanciel qu'on peut effacer, qu'on peut déplacer et qui n'a pas de rapport de sens avec le verbe principal, témoigner. Alors, troisième phrase, l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes paraît assuré d'arriver en tête du premier tour de scrutin. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite se lancer dans l'analyse? Oui? Moi-même. D'accord. Et ce serait donc l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes serait le groupe sujet. Oui. Et puis après, paraît assuré d'arriver en tête du premier tour des scrutins, serait les groupes verbal. D'accord. Tout à fait d'accord. L'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes, groupe sujet, paraît assuré d'arriver en tête du premier tour de scrutin, groupe verbal. Très bien. Alors, vous pouvez continuer avec la phrase suivante qui ressemble, mais où là, il y a un piège un peu qui correspond à quelque chose donc, que je n'ai pas vraiment expliqué, mais vous pourrez peut-être trouver la phrase 4, hein, Alvaro, si vous voulez bien. Arrivé en tête du premier tour des scrutins, l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes a prononcé un discours très modéré. Et en fait, au début, j'aurais dit que c'était un complément circonstanciel, mais je ne vois pas que ce soit un complément circonstanciel, même s'il est détaché d'un point de vue syntaxique. Et moi, je ne dirais pas que c'est un complément circonstanciel. Alors, quel est l'argument? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un argument qui vous permet de trancher? Vous avez raison, hein, vous avez raison, ça n'est pas un complément circonstanciel. Mais... Parce que... Ah, pardon. Oui, allez-y. Pour quelle raison vous faites cette analyse? Parce qu'en fait, quand j'ai lu la phrase en entier, j'ai vu que c'était plutôt une sorte d'incise. Oui, c'est une apposition en fait. Hein, c'est une apposition. Voilà. C'est ça. Mais le critère simplement que vous auriez pu utiliser, vous avez une bonne intuition, mais simplement vous n'avez pas, vous n'avez pas trouvé simplement la
le critère un peu objectif hein, qui permet de confirmer votre intuition, c'est qu'on ne pourrait pas le placer en fin de phrase. Vous voyez, on ne pourrait pas dire l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes a prononcé un discours très modéré, arrivé en tête du premier tour du scrutin. Hein, et parce que on pourrait pas. Oui, pardon. Parce que quand on enlève la position, on perd un sens de la phrase. Mais oui, parce que la position, elle est forcément au contact avec le groupe nominal auquel elle est apposée. Donc en fait, tout ça forme un bloc. Arrivé en tête de premier tour du scrutin, l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes, tout ça, finalement, forme le groupe sujet, si on veut. Hein, avec un groupe nominal central, l'ancien chef d'état-major des groupes sécessionnistes, et puis une apposition à ce groupe nominal qu'on peut intégrer dedans, qui est certes un peu détaché, mais qui n'est pas détaché comme un complément circonstanciel. Donc on n'a pas de complément circonstanciel non plus ici. À prononcer un discours très modéré est un groupe verbal. Ensuite, la phrase 5, à Paris, chacun prend cette tâche particulièrement au sérieux. Alors, quelqu'un d'autre? Qui on a de connecté? Sabrina, vous voulez essayer? Allô? Oui, on vous entend, très bien. Donc c'était la phrase 5, à Paris, chacun prend cette tâche particulièrement au sérieux. Alors je dirais à Paris, c'est le groupe circonstanciel. Ouais. Chacun prend sa tâche particulièrement au sérieux, c'est le groupe verbal. Oui, mais il est où le groupe sujet alors? Il y a obligatoirement un groupe sujet dans une phrase. Hein. C'est la formule. Groupe sujet, groupe verbal, ça c'est obligé. Groupe circonstanciel, c'est facultatif. Mais il y a obligatoirement dans les phrases canoniques un groupe sujet. Alors c'est quoi le groupe sujet? Ben, je dirais entre chacun prend sa tâche. Ben, prend, c'est le verbe. Hein, vous êtes d'accord? Oui. Donc il ne peut pas être dans le groupe sujet. Alors, je vais reformuler. Ouais, d'accord. À Paris, c'est le groupe circonstanciel. Chacun, ça sera le groupe sujet. Et prend sa tâche particulièrement au sérieux, ce sera le groupe verbal. Voilà, tout à fait. Hein. À Paris, groupe circonstanciel, chacun, groupe sujet, prend cette tâche particulièrement au sérieux, groupe verbal. Alors, pourquoi à Paris, ici, est un groupe circonstanciel? Bon, bah, on pourrait le mettre à la fin de la phrase, on pourrait le supprimer. Ça n'a pas de rapport direct avec le sens du verbe, donc tout va bien. Ensuite, merci donc Sabrina. Le sixième phrase, le prix des carburants risque d'augmenter d'environ 10 centimes le litre dans les jours à venir. Alors, Teresa, vous voulez essayer? Donc, c'est la phrase numéro 6. Oui, oui. Et les prix des carburants, c'est les groupes sujets. Oui. Et risque d'augmenter d'environ 10 centimes de litre dans les jours à venir. C'est les groupes verbal. Le groupe? Verbal. Alors, Oui. pas tout à fait. Je suis d'accord pour le groupe sujet. Hein, le prix des carburants, d'accord. Mais le groupe verbal, il y a une erreur. Vous le faites aller trop loin, votre groupe verbal. Et dans les jours à venir, c'est les groupes compléments. Ah, le groupe circonstanciel, vous voulez dire? Oui, oui. Oui. D'accord. Oui. Donc, c'est ça. Hein. Donc, le prix des carburants, groupe sujet, risque d'augmenter d'environ 10 centimes le litre, groupe verbal, dans les jours à venir, groupe circonstanciel. On peut le supprimer, on peut dire le prix des carburants risque d'augmenter d'environ 10 centimes le litre. On peut le mettre en début de phrase, par exemple, dans les jours à venir, le prix des carburants risque d'augmenter d'environ 10 centimes le litre.
Et puis, on voit que cette indication temporelle dans les jours à venir n'a pas de rapport obligatoire de sens avec l'idée d'augmenter. Alors, les phrases 7 et 8 qui vont ensemble, est-ce que quelqu'un se... Danae, par exemple, est-ce que ça vous dit? Essayez. Oui. Merci. Chaque jour, il vient assister aux assemblées générales. Bon, j'ai mis chaque jour le groupe circonstanciel. Oui. Il, le groupe sujet. Oui. Et vient assister aux assemblées générales des groupes verbal. Très bien. Aucun problème. C'est tout à fait juste. Alors, donc je répète. Hein, chaque jour, c'est le groupe circonstanciel. Il, c'est le groupe sujet. Vient assister aux assemblées générales. Groupe verbal. Alors, la phrase 8. Moi aussi. Oui, pardon, vous aussi, oui. Ok. Chaque jour, groupe circonstanciel. Oui. Et aux assemblées générales, je ne sais pas si c'est une apposition ou aussi un groupe circonstanciel. Alors, c'est aussi un groupe circonstanciel. Hein. Okay. Parce que, vous voyez, à la différence du cas précédent, là, arrivé dans la phrase 4, arrivé en premier tour, en tête du premier tour de scrutin, on pourrait le mettre à la fin de la phrase. Hein. Chaque jour, il vient commenter les réactions de la presse aux assemblées générales. Donc là, on a vraiment deux compléments circonstanciels. Donc c'est l'occasion, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais dans la structure de la phrase, on indique toujours groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Mais quand on dit groupe circonstanciel, ça veut dire qu'il y a une position syntaxique pour le groupe circonstanciel, mais il peut y en avoir plusieurs. Hein. C'est-à-dire, on peut dire que le groupe circonstanciel est constitué de plusieurs éléments, ou alors qu'il y a plusieurs groupes circonstanciels, peu importe. Mais il n'y en a pas forcément qu'un seul, il peut y en avoir plusieurs. Donc on a bien chaque jour groupe circonstanciel aux assemblées générales, deuxième groupe circonstanciel, et puis ensuite... Il, le groupe sujet, oui. Et vient commenter les réactions de la presse, le groupe verbal. Très bien. Parfait. Alors, la phrase numéro 9, à qui je vais demander Nicolas. Oui. Merci. Alors, cette action s'inscrivait dans un contexte particulier. Cette action, groupe sujet, et s'inscrivait dans un contexte particulier, groupe verbal. Très bien. Alors, cette action groupe-sujet s'inscrivait dans un contexte particulier groupe verbal. Là, le petit piège, disons, c'était qu'on a dans un contexte particulier que certains auraient pu avoir la tentation d'analyser comme un groupe circonstanciel en raison de la préposition « dans ». Mais voyez qu'on pourrait d'abord difficilement le supprimer. Cette action s'inscrivait. C'est bon. On ne pourrait pas le mettre en début de phrase. Dans un contexte particulier, cette action s'inscrivait. Et puis, on voit bien que s'inscrire, c'est s'inscrire dans... Enfin, bon, dans ce sens-là de inscrire, s'inscrire dans quelque chose. Donc, c'est vraiment un complément qui est lié au sens du verbe. Donc là, pas d'hésitation. Dans un contexte particulier, fait bien partie du groupe verbal. S'inscrivait dans un sens particulier. Très bien, merci. Et la dernière phrase, alors, qui est-ce qui se lance? Sol. Oui. Allez-y, merci. Depuis plusieurs mois, c'est les groupes circonstanciels. Oui. Toutes les manifestations que nous avons pu faire, c'est les groupes sujets. Et sont restés sans écho, c'est les groupes verbal. Très bien. Eh bien, ouais, pas de problème. Vous avez raison. Depuis plusieurs mois, groupe circonstanciel qu'on peut déplacer, supprimer, qui n'a pas de rapport de sens avec le verbe principal. Toutes les manifestations que nous avons pu faire. Alors ça, c'est le groupe sujet. Vous voyez que dans le groupe sujet, il y a une subordonnée relative que nous avons pu faire. Donc il y a un autre verbe, mais peu importe. Hein, ça n'empêche pas de considérer que c'est le groupe sujet. Et sont restés sans écho, groupe verbal. Très bien. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué, mais il faut prendre l'habitude. En fait, si vous voulez, l'idée avec ce type d'exercice, c'est que peu à peu, vous preniez l'habitude quand vous voyez une phrase, que les groupes vous sautent aux yeux en quelque sorte, que du point de vue grammatical, ça vous devienne évident quand vous regardez une phrase, n'importe laquelle, d'ailleurs dans n'importe quelle langue comparable,
il y a un groupe sujet, un groupe verbal, un groupe circonstanciel. Et ça doit devenir une espèce de réflexe. Hein. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que j'ai prévu, il y a un autre exercice avec des phrases plus longues, un peu plus compliquées, que on ne va pas le faire maintenant, mais je vais vous le mettre en ligne et on le corrigera à la prochaine séance. Et en fait, ce que je vais faire, parce que j'y pensais tout à l'heure, une meilleure solution, je pense, mais je vous demanderai après si vous avez d'autres suggestions. Je pense que ce qui serait pas mal, là, bon, on va mettre cet exercice, je vais le mettre en ligne, et puis comme ça, vous aurez le temps de regarder, de le faire, et puis on le corrigera la prochaine fois. Mais ce que je vais faire, je pense, c'est, je vais mettre en ligne le PowerPoint du cours, éventuellement un peu commenté, pour que vous ayez d'avance, en quelque sorte, le cours. Que vous ayez d'avance le cours, et ensuite, pendant la séance Zoom, je répéterai rapidement le cours pour le remettre en mémoire, et puis surtout, on passera du temps aux exercices, aux corrections, etc. Hein, je pense que ce serait mieux comme ça, plus utile pour vous. Bon, si vous avez le temps de préparer, tant mieux. Si vous n'avez pas le temps, tant pis. Puisque je vais de toute façon répéter le cours, ce ne sera pas tellement gênant. Voilà. Alors, est-ce que vous avez... Donc, on va arrêter là hein, pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur le cours ou des remarques générales? Non? Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de vous être connecté aujourd'hui. Et puis, surtout, n'hésitez pas à prendre contact si vous avez des difficultés, quelles qu'elles soient. Ah oui, est-ce que vous pouvez m'envoyer... Est-ce que quelqu'un parmi vous peut m'envoyer le mailing des étudiants espagnols? Oui, hein, vous pouvez... D'accord, parce que comme ça au moins, oui, comme c'est vous qui m'écrivez à chaque fois, c'est bien. J'aurais pas à recopier comme ça toutes les adresses, au moins pour la vingtaine d'étudiants et d'étudiantes espagnoles, je les aurai. Et je vais essayer de constituer un mailing et de le vérifier avec vous. Voilà, et puis donc on va procéder. Donc la semaine prochaine, on se retrouve sur Zoom. Pareil, je vous ferai un lien sur le site du cours. On se retrouve à 9 h comme aujourd'hui. Et puis donc, on va continuer comme ça pendant les séances qui nous restent. Hein. Très bien. Allez, au revoir à tous. Bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.